Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de Club Média 7 sur la télévision nationale. Je reçois ce dimanche soir 2 décrypteurs pour passer au peigne fin l'actualité de la semaine écoulée. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir à vous les Naïk, tout le plaisir de retrouver votre plateau. Prosper Vondiarounkor, journaliste à Cap FM, rédacteur en chef adjoint de cette radio, la radio du succès. Prosper Vondiarounkor, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de l'ETV. J'ai le grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Ce plaisir est réciproque. Absolument. Et partagé. Absolument. On ne change pas l'équipe qui gagne. Place donc à la voix off et à la plume de Marcel Arossi pour la revue de presse hebdomadaire. Le chef de file de l'opposition change de visage et l'attente n'a pas été très longue, estime Fraternité, qui appelle à croire que la rencontre du lundi 24 avril 2023 qui s'est déroulée au Palais de la République entre Patrice Talon et Éric Hundété a porté ses fruits. La page Paul Humpé, ouverte au lendemain des municipales et communales de 2020, vient de se refermer. Éric Hundété, président du parti Les Démocrates, prend le relais. Ainsi en a décidé selon Fraternité, le chef de l'État qui s'est basé sur les résultats des législatives du dimanche 8 janvier dernier pour prendre cette décision qui, du reste, était attendue. Maintenant, c'est fait. Et Hundété pourra prendre du service dès les tout prochains jours. Hundété n'aurait pas manqué de marteler qu'il ne voulait pas hériter d'une enveloppe vide, mais plutôt d'un poste avec les attributs et privilèges consacrés par la loi. Maintenant que sa nomination est intervenue, Fraternité veut espérer que ce poste revendiqué comble leurs attentes. Patrice Talon, présent à l'investiture de Bola Tinubu. En diplomatie, les choses vont parfois vite au gré des événements et c'est le cas actuellement dans les couloirs de la coopération béninoise, notamment avec le Nigeria, estime Info Matin. L'occasion était trop belle pour qu'elle ne fût pas rattrapée au bond par le président béninois. Comment se permettre de ne pas être aux côtés des Mahamat Idriss Déby, Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, Nana Akufo-Addo du Ghana, Macky Sall du Sénégal, Mohamed Bazoum du Niger, Paul Kagame, pour ne citer que ceux-là. Quand on est le président d'une république comme le Bénin, dont le destin économique et la sociologie sont intimement liés à son voisin de l'Est avec plus d'une centaine de millions d'âmes, il ne fait pas bon de se renfermer dans sa coquille, affirme Info Matin. C'est quand même un faiseur de roi qui devient roi. Selon Wakatsira, au cours de la cérémonie d'investiture de ce lundi, le nouveau président nigérian, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, a aussi hérité d'un pays confronté non seulement à une économie anémiée, mais également à une insécurité grave et inquiétante qui font du Nigeria le pays le plus peuplé de l'Afrique, un géant au pied d'argile. Une chose est sûre, la page Muhammadu Buhari est définitivement refermée parce que, poursuit Fraternité, le nom du désormais prédécesseur de Bola Tinubu à la tête du Nigeria ne laisse pas de bons souvenirs aux Béninois. C'est dire que l'avènement d'un nouvel homme fort à la tête du géant de l'Est est une source d'espoir pour les Béninois. Bola Tinubu, quoi qu'il soit du même parti politique que Muhammadu Buhari, les populations des deux pays n'espèrent pas moins qu'une ère plus fructueuse s'ouvre dans les relations entre le Bénin et le Nigeria, espère Fraternité. Mais c'est peut-être trop vite allé en besogne. Le Bénin est déjà enrhumé par la première décision du nouvel homme fort de la République fédérale, estime l'économiste de son côté. Sans crier gare, M. Tinubu annonce la couleur de son mandat qui visiblement se veut être celui des réformes et des grandes œuvres. Mais aura-t-il la carapace assez dure pour tenir bon ou va-t-il faire volte-face comme un certain Goodluck Jonathan en 2012, s'inquiète Fraternité. Mais pour le moment, la décision est prise et il faut croire qu'elle sera appliquée. Un coup dur pour le Bénin et son paillot, constate le Télégramme. Il s'agissait d'une mesure qui siphonne chaque année des milliards de dollars des caisses publiques selon TV5 Monde. Et sa suppression, préconisée de longue date par la Banque mondiale et le FMI pour favoriser le développement, fait craindre une hausse importante du prix du carburant à court terme dans le pays le plus peuplé d'Afrique où près de la moitié des Nigériens vit déjà dans l'extrême pauvreté, poursuit le média. Aucun palliatif n'a été mis en place pour faire avancer les choses. Je pense que nous nous dirigeons vers une situation terrible, pire qu'avant. Hassen
excédé Emeka Emef, un fonctionnaire de 43 ans interrogé par TV5 devant une station à Lagos. C'est plus de souffrance pour les Nigérians, aurait-il lâché, déjà confronté à une inflation à 2 chiffres. Au cours des 10 dernières années, poursuit TV5 Monde, les autorités ont tenté de supprimer ces subventions à plusieurs reprises, en vain. Chaque fois, elles ont dû faire machine arrière face à la colère de la population gonflée à bloc par les syndicats. En 2012, l'armée était même descendue dans les rues pour maintenir le calme lors des manifestations monstres. De nombreux Nigérians, selon BBC, en difficulté, habitués à voir les politiciens mal gérer la richesse pétrolière du pays, pensent que l'essence bon marché est leur part de ce qui a été décrit comme le gâteau national. APA News, de son côté, estime que c'est un premier mandat délicat qui attend le nouveau président. Il a déjà du pain sur la planche avant même d'avoir eu le temps d'évaluer l'énormité de la tâche qui l'attend compte tenu des dures réalités d'une nation brisée, d'une économie malmenée, d'une insécurité accrue et de l'éternel fléau de la corruption. L'essence de contrebande appelée Kpayo fait le bonheur d'innombrables Béninois qui ne peuvent plus s'en passer en raison de son coût abordable. Cette habitude sera mise à rude épreuve si Tinubu maintient le cap sans faiblir, alerte fraternité. Mais le gouvernement continuera-t-il de subventionner les prix de cession et de garantir la disponibilité du produit face à la hausse de la demande ici au Bénin? L'espoir de fraternité pour finir est que Tinubu, proche du Bénin à bien d'égards, son ethnie et son exil salutaire à Cotonou en 1993, d'abord sous Ibrahim Babangida, puis Sani Abacha, peuvent peser dans la balance, même s'il est appelé à se concentrer essentiellement sur les intérêts de son pays. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le potentiel, bradage des réserves administratives à Djimen Sud à Abomey, à la Criette, des aveux accablants, le dossier renvoyé au 12 mai. L'ancien maire Blaise Aranzo Glélé pas sorti d'affaires. Le matinal, vie des formations politiques, les démocrates au bord de l'implosion. Les ambitions précoces pour 2026 menacent la stabilité du parti. Matin libre, recasement politique, les premiers Vienna peuvent se frotter les mains. Info matin, nomadisme politique sous la rupture, Jean-Baptiste Hunguet, un cas pratique. À quoi a finalement servi la réforme du système partisan? Nassiara, politique, des mains invisibles déjà actives pour la dislocation des démocrates. C'était donc à l'instant le condensé de l'actualité, vu, traité et relayé par les journaux au cours de la semaine. Le regard de nos invités sur les sujets majeurs, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Gabengoubi, 650, 700, 800, voire même 850 par endroit. Nous observons actuellement une flambée des prix de l'essence frelatée, résultante certaine de la suppression annoncée de la subvention des produits pétroliers par le nouvel homme fort du Nigeria, Bola Tinubu. Voilà, c'est la dure épreuve qu'endurent les consommateurs et aussi les importateurs de pétrole de l'autre côté de l'Ouest. Vous savez, il y a l'industrie de l'informel qui s'est développée au Bénin il y a cela quelques années. Et il y a une frange importante de la population qui sont actives, qui est active du moins dans ce secteur-là. Et vous avez vu, c'est une décision courageuse que le président nigérien a prise. C'est vrai que par ici, nous nous sommes éprouvés par cette décision-là, puisque justement, nous dépendons extrêmement de ce géant de l'Est, le Nigeria. Nous bénéficions de la proximité du pays et la flambée des prix de l'essence que nous observons depuis peu traduit un peu l'extrême dépendance du Bénin vis-à-vis du Nigeria. C'était une promesse. Dépendance, c'est un mot fort, Gabengoubi. Non, nous dépendons du Nigeria, tout comme le Nigeria aussi profite un peu de nous, on le sait. Ça, ce n'est pas la première fois que nous vivons cela. Il y a eu cette fermeture unilatérale des frontières en 2019 qui a également eu des répercussions aussi bien chez nous que là-bas. Mais nous, les mouvements de part et d'autre font qu'on a l'impression que les Béninois sont plus
enclins à aller faire le commerce de l'autre côté que du côté inverse. Bon, revenant même au contexte, il faut dire que c'est une promesse de campagne, un engagement que le président nigérien, le nouveau président nigérien, Bola Ahmed Tinubu est en train de prendre. Parce que le pays est confronté justement à un défi économique sans précédent. Le pays est confronté à une crise. Vous avez la dépréciation donc, du Naira, l'économie du pays qui est totalement à terre avec les méthodes, avec les réalités que ce pays-là a vécues sous l'ère Muhammadu Buhari. Donc le nouveau président qui a eu une expérience au niveau de l'État de Lagos a pris l'engagement de relever l'économie du pays et l'une des thérapies qu'il a trouvées justement pour pouvoir parvenir à cette fin-là, c'est de supprimer totalement les subventions qui sont accordées au pétrole et sur les hydrocarbures, les subventions qui devenaient vraiment pesantes sur l'économie du pays. Donc c'est une décision qui continue de susciter la polémique, que ce soit du côté nigérien comme ici. On aura certainement le temps d'approfondir cette actualité-là au cours de l'émission. Prosper Vondiaronko, il est évoqué du côté du géant de l'Est une rationalisation des dépenses publiques, c'est ce qui a justifié donc cette suppression de la subvention. Mais le Nigeria est quand même un grand pays producteur d'hydrocarbures, comme l'évoquait Gaben Goubi. Malgré que le Nigeria soit un grand pays producteur, le Nigeria subventionne à l'intérieur du pays le carburant pour que ça puisse profiter à tous les Nigériens. Moi, je ne suis pas surpris de la nouvelle parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement au sommet de l'État, il y a toujours des impacts sur des secteurs, notamment tout ce qui a trait à l'économie, parce qu'un président qui arrive au pouvoir doit pouvoir se mettre en position de relever des défis, notamment économiques, pour soulager sa population. Et quand on parle du Nigeria, avec les problèmes que ce pays a depuis un certain moment déjà, ces petits soucis économiques, donc le président doit forcément commencer déjà par fermer des portes pour pouvoir régler des problèmes derrière. Et je pense que c'est passé par l'essence de contrebande, on appelle ça comme ça, malheureusement. Je pense que la situation va peut-être s'arranger parce que c'est l'un des produits, malgré que ça soit du commerce illicite, c'est l'un des produits bien traditionnels qui circulent entre les pays qui entourent le Nigeria. Ce n'est pas que le Bénin, il y a le Niger aussi qui en profite. Même au-delà du Bénin, le Togo profite quand même de cet aspect chez le voisin, le Nigeria. Donc je me dis qu'avec le temps, on va pouvoir trouver le bon milieu pour que la situation puisse continuer. Après tout, le Nigeria profite du Bénin. On ne donne pas le carburant aux Béninois, on vend ça aux Béninois. Donc c'est du commerce, après tout. Je pense que si la situation en restait là aussi, il n'y aura pas que le Bénin. C'est vrai, on va beaucoup sentir cela. On n'a pas l'habitude d'aller à la pompe tout le temps. On n'a pas l'habitude d'aller nous approvisionner à la pompe. Ça va être un changement de comportement qui ne va pas passer aussi facilement que ça. Mais je pense qu'on aura le temps, on aura peut-être le juste milieu de la chose. C'est un nouveau gouvernement qui doit s'asseoir, qui doit trouver le juste milieu, qui doit trouver les bonnes manières de s'asseoir, de relancer l'économie de son pays. Et ça passe par ces réformes-là. Ça va être une suppression, mais totale. Je pense qu'on trouvera certainement une... Je ne donne pas de faux espoirs aux Béninois, mais je pense, ma foi, que... Vous n'êtes même pas décideur. Voilà, donc je pense que c'est un début de mandat. Il faut que le président qui arrive puisse régler les petits détails, trouver la bonne manière de relancer l'économie de son pays. Et je pense que ce commerce doit être forcément impacté parce que c'est l'un des grands. C'est un commerce qui impacte pas mal de pays autour du Nigeria. Et là, il faut commencer par quelque part. Et je pense que là où ça a commencé, c'est peut-être la bonne manière pour le président. Mais avec le temps, on va trouver les bonnes formules pour revenir peut-être à ce qui va profiter à l'ensemble des Béninois, des Nigérians et bien d'autres pays qui profitent de l'essence chez le Nigeria. Mais là, Bola Tinubu démarre en trompe. Mais il faut quand même observer qu'au niveau des stations-service du Bénin, le prix du litre est maintenu. Comme quoi, le gouvernement béninois, lui, subventionne toujours.
Oui, absolument. Avant de revenir sur cet aspect de la chose, je ne voudrais pas que les Béninois nourrissent de faux espoirs. Vous savez, le président nigérian qui est venu a une certaine certitude de ce que c'est l'une des thérapies pour relever l'économie du Nigeria. Il a d'ailleurs annoncé les couleurs à l'occasion de son investiture que sur le volet économique, il n'y a que ça qui pourra relever l'économie nigériane, entre autres. Et vous avez, on peut se dire a priori, mais le Nigeria qui est producteur de pétrole, comment se fait-il que le Nigeria en soit obligé aujourd'hui à prendre cette mesure drastique qui bouscule même les intérêts de l'autre pays? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie des hydrocarbures au Nigeria est pratiquement une filière qu'entretiennent beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de personnes qui se sont agrippées au pouvoir depuis des années, au point où le Nigeria n'a pas de raffinerie. Le socle de leur fortune. Ce qui fait que le Nigeria, contrairement à ce qu'on peut penser, n'a pas de raffinerie. Le Nigeria aussi importe de l'essence et ne fait qu'importer, n'est-ce pas, le produit brut. On va espérer que la raffinerie qui a été lancée récemment pour le compte du milliardaire Dangote va permettre de normaliser la situation, encore que là, la raffinerie sera fonctionnelle véritablement à partir du mois d'août. Donc, les Béninois doivent psychologiquement déjà se préparer à vivre encore pendant longtemps. J'en fais partie, cette situation malheureuse que nous déplorons là. Pour ce qui est du Bénin, je pense que c'est déjà saluer l'anticipation, le sens d'anticipation du gouvernement qui a pu faire la promotion des stations de service qui sont aujourd'hui disponibles, il faut le dire, à pratiquement tous les coins de rue. Il suffit de parcourir peut-être 1 kilomètre, vous avez l'occasion d'avoir une station-service. Et le Bénin continue justement de subventionner le produit, l'essence et le gasoil, comme vous l'avez dit, ce qui fait qu'à la station, à la pompe, les prix sont maintenus à leur valeur. Vous allez au niveau des stations, l'essence est toujours cédée à 650, enfin jusqu'au moment où nous parlons en tout cas, et le gasoil à 700 francs. Fruit, n'est-ce pas, de la subvention dont bénéficie ce secteur-là de la part du gouvernement. Donc on pourrait imaginer si dans le contexte que nous vivons actuellement, si le gouvernement supprimait également ou suspendait ces subventions, l'essence pourrait revenir, ma foi, peut-être à 1000 francs ou à 1200. Donc c'est déjà un pas, c'est déjà un effort qui est posé. La population doit savoir que la situation induite de la flambée des prix de l'essence de contrebande communément appelée paillot n'est pas du fait du gouvernement béninois, parce que j'entends encore certains penser que voilà, le gouvernement a augmenté des taxes et tout. C'est le nouveau président nigérien qui a pris cette mesure-là pour sauver l'économie de son pays. Prosper Vondiaronko, il faut quand même saluer cet effort de l'exécutif béninois. Bien sûr, il faut le faire parce que on serait peut-être dans un autre contexte que les choses ne seraient pas passées de la même manière. À la pompe, le problème des Béninois, c'est ce problème d'habitude. C'est parce que beaucoup se disent, bon, quand vous allez à la station, au lieu de 1 litre, on vous vend moins d'1 litre à ce prix qu'on vous dit, on ne vous sait pas la quantité qu'il faut. On n'a pas les moyens. Ce sont des préjugés. Des préjugés que les Béninois se sont mis dans la tête pour ne pas fréquenter. Des calculs d'épicier aussi. Pour ne pas fréquenter les stations d'essence. Et ça fait que ce qui va changer dans leur habitude avec cette situation, c'est ce comportement de délaisser les rues pour aller payer de l'essence à la station. C'est un impact. Le gouvernement a fait vraiment d'efforts en maintenant le prix, mais on est encore au début de la situation. Rien n'est encore gagné d'avance. On ne sait pas quel jour ça va faire demain. Le gouvernement, en temps, avait fait des efforts. Et à un moment donné, on a vu qu'on en a trop fait. Ça a pesé beaucoup plus sur les caisses de l'État. On a ajusté légèrement un peu donc, le prix à la pompe, juste pour souffler un peu. Est-ce que la situation va amener encore à un ajustement, toujours pour respirer un peu? C'est une question, mais j'ai l'impression que c'est déjà un effort louable ce que le gouvernement a fait. Le prix qui est maintenu à la pompe depuis 2 jours que cette situation a commencé, on aurait pu profiter, les opérateurs économiques auraient pu profiter parce que c'est une occasion d'augmenter les prix pour pouvoir se faire des recettes, mais ce n'est pas le cas. Il faut saluer cet effort du gouvernement qui a réussi d'ailleurs à avoir dans un même creuset les opérateurs économiques, surtout ceux qui interviennent dans ce secteur, pour que à chaque fois, on ne profite pas d'un vide, on ne profite pas d'une situation pour se faire un peu de recettes, de sous. C'est déjà un effort et je pense que
connaissant le gouvernement du président Patrice Talon, qui se bat pour le bien-être des citoyens, des Béninois, fera davantage d'efforts pour que la situation ne connaisse pas, pourquoi pas, ne s'empire pas contre les Béninois. Un mot sur la présence renforcée des stations-service un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, des acteurs privés qui sont soutenus, encouragés par l'exécutif. Oui, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Entre-temps, on pensait que c'était seulement les villes qui profitaient de la situation. Et on se demandait si vous devez quitter d'une ville à une autre, combien de distance, combien de kilomètres il faut parcourir pour trouver une station d'essence. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas à 100%, on ne s'est pas amélioré à 100% comme dans les pays occidentaux, mais je pense qu'il y a un effort louable qui est fait. Et sur les axes routiers aujourd'hui, vous avez des stations d'essence un peu partout et ça permet de s'approvisionner comme on veut. C'est un effort, il faut saluer ça. Et reconnaître encore que ce n'est pas fini, on peut continuer à en faire davantage. Il faut encourager les opérateurs économiques, il faut encourager ceux qui sont dans ce secteur en fréquentant les stations. Parce que si ça ne vend pas, ce n'est pas évident qu'on continue à investir, à vouloir installer des stations d'essence partout. Donc c'est aux Béninois d'encourager ce fait pour que petit à petit, on puisse sortir de ces situations qui nous frappent soudainement, qui viennent nous accueillir un petit matin où vous ne pouvez plus payer l'essence au prix que vous avez l'habitude de payer ça. Donc si nous encourageons les stations essence, si nous encourageons les opérateurs économiques dans le secteur, je pense que c'est à notre profit, c'est nous qui allons bénéficier des bienfaits parce que les stations d'essence seront installées sur l'étendue du territoire partout. On ne va pas souffrir pour avoir du carburant. C'est un effort, mais ça continue. Et il faut demander que ça soit amplifié davantage. Et il est à craindre d'une pénurie si jamais les stations-service commencent à alimenter les vendeurs de paillots la nuit. C'est justement ce qui est à craindre, puisque aujourd'hui, le paillot semble devenir un peu plus cher que l'essence à la pompe. Je ne veux pas espérer, je ne veux pas croire que les opérateurs économiques de notre pays vont embrayer cette piste-là. Tout compte fait, il faudra certainement peut-être faire un contrôle. C'est un pan de la réflexion, que vous êtes en train de sortir là. Beaucoup peut-être n'y ont pas pensé. C'est l'occasion de renforcer les contrôles pour que on soit serein quand on paye de l'essence au niveau de nos stations. Qu'il n'y ait pas cette collaboration nuisible aux consommateurs là, pour pouvoir, dans une logique de faire de la spéculation en ces temps où déjà les consommateurs sont éprouvés par la décision prise par le nouveau chef d'État nigérien. Il faudra donc pour le gouvernement être prévoyant pour éviter ces déconvenues. Oui, il faut installer des corps de contrôle, il faut trouver la bonne manière pour que ça n'arrive pas. Parce que à la station, vous devez prendre du carburant dans votre voiture, dans votre moto, pas dans les bidons. Donc, je pense que le gouvernement trouve, c'est une vraie problématique que vous avez soulevée. C'est des choses qu'on constate tout le temps. Et ça fait que d'un jour à l'autre, il n'y a plus d'essence à la station. Mais il y en a au bord des voies. Donc, 1 franc, c'est de l'argent. Les vendeurs illicites vont profiter de la situation, aller prendre ça à 650 à la station pour aller vendre ça à 700, 800, gagner un peu. C'est au gouvernement maintenant de veiller au grain. Parce que ça ne va pas profiter aux Béninois si, dans cette situation, on parle encore de pénurie dans les stations. Je pense que le gouvernement a peut-être déjà affronté des situations pareilles. Donc, ils auront déjà connu des situations comme ça. Donc, facile de trouver la bonne formule pour réguler facilement la chose de cette façon, afin qu'on n'ait pas le revers de la médaille. Puisqu'on parle du Nigeria, la transition est toute trouvée pour débarquer à Abuja ou Lagos. C'est dans la rubrique Interactu. Je reste donc avec vous, Prosper Vondiaronko. Bola Tinubu a prêté serment le 29 mai dernier, ancien sénateur, ancien gouverneur de l'État de Lagos. C'est un homme de réseau, un homme d'influence, un faiseur de roi, devenu roi. Absolument, c'est un étranger qui connaît bien plus la maison. Donc, il n'est pas nouveau dans le cercle des politiciens du Nigeria. Ce n'est pas un nouveau qui est venu à la tête de l'État. C'est vrai, c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau visage, c'est un nouveau nom, mais en matière de gestion des affaires publiques, je pense qu'il n'est pas nouveau, il connaît. Donc, c'est pourquoi ça peut sembler pour les uns et les autres qu'il a attaqué les vrais problèmes par la base dans son pays. Il connaît, il sait de quoi souffre le Nigeria parce que c'est quelqu'un qui connaît la maison. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de changements à la tête de l'État. C'est un homme faiseur de roi, un homme qui faisait déjà les politiciens, qui maîtrise bien évidemment la gestion au sommet de l'État, même s'il n'a
jamais été chef de l'État, mais il maîtrise la gestion parce qu'il est dans quelque peu les secrets. Il a fréquenté les hommes d'État plusieurs fois. Il a eu à déjà gérer, pour ne pas dire le Nigeria, pour ne pas exagérer, il a eu déjà à gérer les affaires d'État. Donc, c'est une nouvelle personne, mais ce n'est pas forcément un nouveau président à la tête du Nigeria. J'ai l'impression qu'il ne va pas avoir de difficultés à s'installer parce qu'il connaît bien son pays, il maîtrise beaucoup plus le Nigeria. Ça va être facile pour lui d'attaquer les vrais problèmes du Nigeria pour peut-être espérer réussir au sommet de l'État. À 70 ans, le parrain, comme on le surnomme, promet de consolider l'économie nationale. On en voit déjà les signaux et de renforcer la lutte contre l'extrémisme violent. Oui, je pense qu'il a annoncé les signes sur la question des défis économiques. Je pense que nous abordons déjà un pan de la question à travers cette décision qu'il a prise. Il s'était préparé, il a dit qu'il n'a pas peur des oppositions. Il sait que ça va créer des tollés. Bon, à chaque réforme, il y a toujours ces genres de bouleversements-là. Dans tous les cas, il est sur la bonne voie. Il se connaît pour l'expérience qu'il a eue en tant que gouverneur de l'État de Lagos. Il a implémenté des réformes qui ont peut-être milité même en faveur de sa candidature. Il a eu un bilan élogieux à la tête de l'État de Lagos, qui a vu ses revenus augmenter grâce à d'énormes investissements étrangers, la création aussi de nouvelles voies pour les bus rapides. Absolument. Ce qui a été un remède aux fameux problèmes d'embouteillage, les bouchons qu'on observe. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il vient quand même dans un contexte où le pays est en proie à beaucoup de problèmes. Les populations ont forgé beaucoup d'attentes par rapport à celui qui, parmi les candidats aux élections, leur semblait quand même beaucoup plus rassurant, même si il n'a eu que près de 37% des voix pour se faire élire. Donc il a l'obligation de convaincre les autres. Et déjà, il connaît les défis pour quelqu'un qui a quand même qui est dans le sérail, qui a toujours fait les chefs, au moins les 3 derniers, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, lui-même qui vient aux affaires. Je pense qu'il s'y connaît, comme le confrère Prosper Vodienko l'a dit. Donc il va s'attaquer aux défis économiques, relever le PIB du pays qui est complètement à terre, œuvrer à ce que le Naira retrouve sa valeur, la monnaie nigériane qui est vraiment pratiquement à terre aujourd'hui, et veiller à ce que le problème de la corruption, parce que le Nigeria est en proie à une corruption endémique, une corruption alimentée même par des réseaux très proches du pouvoir. Il doit œuvrer, n'est-ce pas, à briser ce cartel-là qui s'est constitué autour de lui. Vous n'êtes pas sans savoir que lui-même essuie de folles rumeurs d'opérateurs économiques corrompus. C'est l'un des opérateurs les plus riches du Nigeria. On dit même dans certains secteurs qu'il est l'acteur politique le plus riche du pays. Dans tous les cas, on n'a pas tenté de procès contre lui pour le condamner depuis qu'il essuie, n'est-ce pas, ces soupçons-là. Donc il a ce souci également de nettoyer, de crédibiliser la gouvernance économique et d'asseoir une économie vraiment résiliente au Nigeria. En dehors de ça, il y a des défis sécuritaires. Vous savez que le pays est en proie à une spirale de crise sécuritaire avec la présence permanente de Boko Haram que son prédécesseur, Muhammadu Buhari, quoique homme de l'armée, grand général, qui s'y connaît un peu, n'a pas pu résoudre. Donc c'est un gros échec. Un gros échec pour cet homme-là qu'on attendait vraiment sur ce terrain. C'est ce qui a milité d'abord à son élection. Aujourd'hui, à la croisée des chemins, si les Nigériens font le bilan, on trouve qu'il n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas, de cette mission qui lui a été confiée. On va espérer que le civil qui vient d'arriver, Tinubu, puisse s'entourer, n'est-ce pas, de bons conseillers pour véritablement attaquer ce problème-là qui sévit au nord du pays. Vous n'êtes pas à savoir qu'en dehors même de Boko Haram, il y a 2 groupes armés qui sont installés pratiquement au nord-est du pays, dans l'état du Borno, où on apprend, n'est-ce pas, des crises sécuritaires de façon récurrente. Donc il a également ce défi-là à relever pour que la liberté de circuler soit une réalité au Nigeria. Se profile donc à l'horizon pour Bola Tinubu des défis économiques et sécuritaires notamment. Oui, vraiment sécuritaire, parce que le Nigeria est un grand pays qui parfois échappe aux dirigeants dans certains aspects, surtout la sécurité. Boko Haram a longtemps bousculé les dirigeants. Boko Haram a longtemps dompté les dirigeants. À chaque fois, il n'y a pas de solution réelle pour affronter
le djihadisme, surtout au nord du pays. Je pense que c'est un défi à relever. Mais l'autre défi, quand on parle de l'économie, le Nigeria qui est aujourd'hui en proie à une crise qui ne dit pas son nom, l'autre défi, c'est de s'ouvrir aux autres pays qui entourent le Nigeria aujourd'hui. Et le président doit pouvoir travailler à cela. Quand on parle de s'ouvrir, c'est qu'on ne va pas se lever un petit matin pour dire, bon, nous, on ferme nos frontières. On ne va pas se lever et dire, bon, on peut vivre seul parce qu'on a ci, on a ça. Le président qui arrive, c'est un homme du secteur politique, on le connaît si bien. Donc, il doit pouvoir trouver la formule de tendre la main aux pays voisins, aux pays qui l'entourent, parce qu'on ne vit pas seul, on n'est pas heureux seul comme on le dit. Donc c'est un défi aussi à relever au-delà de la sécurité. Le défi économique passe par l'ouverture du Nigeria aux autres pays qui l'entourent, d'abord, avant peut-être de s'étendre sur d'autres horizons. Et je pense que le président a ce défi à relever, amener les autres à avoir confiance au Nigeria, amener aussi les autres à fréquenter le Nigeria, à adopter la politique du Nigeria. Ce n'est que à ce prix qu'on pourra facilement relever le défi économique dans le pays. Le défi sécuritaire, je ne sais pas à quel point un président qui arrive aujourd'hui au pouvoir peut réussir, parce que si un homme de sécurité n'a pas réussi grand-chose, si on parle d'échec dans ce secteur pour Muhammadu Buhari aujourd'hui, c'est pas évident qu'un civil vienne et puis d'un coup... Ne soyez pas si pessimiste. C'est possible. C'est une affaire de management. C'est bien possible. Des affaires absolument, c'est possible, mais ce défi déjà s'annonce compliqué. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas deux, c'est aller à trois déjà, on en parle. Et le Nigeria, c'est un grand pays. Donc, ce défi s'annonce difficile déjà à relever. Et si ça doit s'ajouter à des défis économiques qui viennent davantage compliquer la chose, je pense que ça va être difficile pour un chef d'État de réussir sa gestion. Donc, il faut au moins faciliter la tâche quelque part avant de pouvoir affronter des difficultés quelque part. Et ce qui est du domaine économique, si le Nigeria arrive à s'ouvrir aux autres pays, à partager les défis économiques avec les autres pays, je pense que ça va être plus facile. Le Nigeria, c'est un grand pays, c'est un consommateur averti. On vous aura compris sur la question. Gabin Goubi, sous quel sceau placez-vous la présence remarquable et remarquée de Patrice Talon à l'investiture de Bola Tinubu? Non, c'est sous le sceau peut-être d'un nouveau départ pour les relations entre le Bénin et le Nigeria. Vous n'êtes pas sans savoir que les deux pays, qui sont des pays frères et amis, qui partagent beaucoup de choses ensemble, au plan culturel et autres, entretiennent des relations séculaires, donc des relations qui datent de beaucoup d'années. Et il y a eu cette tension-là entre le Bénin et le Nigeria liée à la fermeture, n'est-ce pas, des frontières terrestres par le Nigeria. Les choses sont rentrées dans l'ordre sans que pour autant on ait senti une vraie collaboration, coopération entre les deux États, ce qui a été déploré. Vous savez que l'absence du président béninois à l'ouverture ou à l'inauguration de la raffinerie Dangote a créé assez de polémiques. Ce qui est sûr, un calendrier très chargé. Bon, c'est certainement pour des raisons de calendrier, mais par rapport à l'image, quand même, on sent que, entre le Bénin et le Nigeria, il y a quand même des choses à faire. Et déjà, dans la lettre, dans son mot de félicitations au nouveau président, au nouveau président nigérian, Patrice Talon a émis le vœu que le Bénin et le Nigeria entretiennent des relations plus décomplexées, plus ouvertes pour le bonheur des deux pays. Dans tous les cas, les deux pays ont intérêt à collaborer, étant donné qu'il y a une frange importante de la population béninoise qui vit au Nigeria. On parle même de plus de 2 millions de Béninois qui sont là-bas. Il y a également des Nigérians qui sont ici au regard, n'est-ce pas, de la proximité des deux pays. Je pense que l'arrivée du nouveau président Bola Tinubu va permettre, n'est-ce pas, de décrisper un tant soit peu la tension qu'il y avait au niveau des relations entre les deux pays, et que la cohabitation et la bonne collaboration va reprendre ses droits pour ce qui est des relations bilatérales. Un nouveau départ pour réchauffer l'axe Cotonou-Lagos? Absolument, il le faut, parce que les deux pays ont besoin l'un l'autre. Le Nigeria a besoin du Bénin, le Bénin a besoin du Nigeria. Donc, il ne doit pas avoir du froid dans les relations entre les deux pays. Il ne doit pas avoir de doute sur la bonne collaboration entre ces deux nations. Vous ne pouvez pas imaginer combien de Nigériens sont au Bénin, combien de Béninois sont au Nigeria. Donc, dans ces conditions, nous formons un peuple, nous sommes des voisins. Donc, il doit avoir forcément de bonnes collaborations. Et sur le plan diplomatique, sur le plan économique, je pense que c'est une occasion à saisir d'un côté comme de l'autre. Le Bénin doit pouvoir trouver la bonne formule, et le président Patrice Talon l'a annoncé dans sa note de félicitations. Je veux me battre, je veux faire en sorte à
renouer avec les bonnes collaborations, la bonne relation entre le Bénin et le Nigeria. C'est ça ce qu'il faut souhaiter entre ces deux pays. Je veux croire que le président Patrice Talon va trouver les moyens nécessaires pour convaincre le Nigeria à adopter sa politique l'un l'autre, ainsi de suite, pour qu'on puisse profiter l'un l'autre. Donc, si on doit placer le mandat du président qui arrive au pouvoir sous un sceau, il faut forcément que ça soit sous le sceau de la bonne collaboration avec ses voisins. Et je pense que le Bénin doit pouvoir trouver la bonne manière aussi pour profiter et réchauffer ses relations qui, en temps, ont été refroidies légèrement par des faits diplomatiques, des faits politiques d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut qu'il y ait ce retour à de bonnes relations. Le Nigeria et le Bénin, ce sont des pays frères, des pays qui partagent beaucoup de choses ensemble. Vous le savez, la culture, la politique, l'économie, c'est beaucoup de choses. Quand on parle de la langue Yoruba aujourd'hui, le Bénin et le Nigeria se partagent cette langue. Donc, ce sont des pays frères, des pays voisins qui doivent nourrir davantage de bonnes collaborations, ce qui va faciliter la vie économique des deux pays aussi. D'Abuja à Dakar, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko n'a pas fini avec son long feuilleton judiciaire. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, alors qu'on parlait de viol sur Adissa, cet employé d'un salon de massage de Dakar. Voilà un peu l'information. Depuis jeudi dernier, la nouvelle est tombée. Bon, sans grande surprise, parce qu'il fallait s'y attendre. Lui-même l'avait pressenti. Dans cette dernière sortie médiatique, il a alerté l'opinion par rapport à ce risque qu'il encourait là. Maintenant qu'on parte d'une affaire de viol à une corruption de la jeunesse, qu'on change de chef d'inculpation, c'est vrai, mais on se demande réellement quels sont... Moi, je veux bien lire cette décision pour voir un peu les motifs que la Cour a exposés à l'appui de cette décision-là. Dans tous les cas, ça crée assez de mouvements dans le pays. On annonce déjà à la date du vendredi, on annonce déjà 9 morts, aussi bien à Ziguinchor qu'à Dakar où les violences ont éclaté. Ça pose un peu le problème de la gouvernance en Afrique, de la collaboration entre nos hommes. Parce qu'on se dit, beaucoup y voient une main politique, des velléités d'empêcher le jeune acteur politique d'être présent sur la ligne de départ des présidentielles de 2024. Il ne l'a pas caché, c'est quelqu'un qu'on connaît pour son discours assez incisif contre la gouvernance de Macky Sall, pour son sens de panafricanisme, il est quelqu'un assez cru dans ce qu'il dit, une posture qui certainement gêne des intérêts. Aujourd'hui, bon, il est condamné, il paraît qu'à tout moment, selon ce que le gouvernement sénégalais a dit, il peut être arrêté. Bon, le mal est fait, même s'il a quand même une possibilité de recours, non seulement de la part du camp Adissa, cette femme qu'on dit avoir été violée, et également du côté des avocats. Sa patronne qui démarre. Qui démence là, et même, bon, on voit qu'il y a une main politique derrière, déjà avec les gymnastiques judiciaires qui ont fait qu'on a chargé le chef d'inculpation et qu'à l'arrivée, on parle même de corruption de la jeunesse, montre que, bon, c'est pratiquement une affaire, ça a l'air d'une affaire qui est montée de toutes pièces et ça pose le problème de l'alternance au sommet de nos États, il faut en parler. Est-ce que ce n'est pas une peur de la compétition électorale qui fait que le président sénégalais, qui est mis en index dans cette affaire-là, est en train de créer ces misères, ces déboires-là au jeune Ousmane Sonko, qui postule comme l'un de ces challengers, quand même, les prétendants les plus sérieux au fauteuil présidentiel pour cette présidentielle. À 48 ans, le maire de Ziguinchor et le président du PASTEF risquent peut-être son inéligibilité à la présidentielle de 2024. C'est clair. Lui qui est arrivé 3e à l'issue du scrutin de 2019. Voilà. Oui, moi je lis une affaire politique. Je lis une volonté manifeste d'empêcher la compétition électorale au Sénégal. C'est ce que je crois. Quand Macky Sall arrivait au pouvoir, c'était des faits que lui-même avait combattu. Bien sûr. De l'acharnement, en quelque sorte, l'acharnement politique. Envahit les rues. Absolument. Il avait pour fait éviter un troisième mandat à Abdoulaye Wade. Donc lui aussi se retrouve dans la même situation et il se comporte de la même manière. Parce que l'histoire était tue. Ceux qui accusent, ceux qui pensent qu'il y a une main de Macky Sall dans ce qui arrive à Ousmane Sonko, moi je ne pense pas qu'ils aient tort.
parce que subitement, ce changement de chef d'accusation pose de problèmes. On est parti sur une affaire de viol, on est parti, et puis on est arrivé maintenant à une corruption de la jeunesse. Je ne sais même pas ce qu'on met dedans. Peut-être que c'est un thème juridique qu'on va expliquer dans les jours à venir. Ça veut dire quoi, corruption de la jeunesse? Est-ce qu'il a monté la jeunesse, est-ce qu'il a soulevé la jeunesse contre quoi que ce soit? C'est la question qui se pose. Mais j'ai l'impression qu'on veut empêcher une compétition électorale, on veut se libérer la voie pour aller là où on va, et c'est vraiment dommage pour la politique africaine. Je ne sais pas là où ça nous amène. Si on doit empêcher les uns de goûter au pouvoir et d'apporter leur grain à la contribution de la nation, pour finir par dire du continent, c'est malheureux pour nous. Je ne vois rien d'autre chose que la politique dans ce qui se passe au Sénégal. Et puis c'est tout un tas de condamnations. Récemment, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique à l'encontre du ministre sénégalais du Tourisme. Oui, je l'ai dit tantôt, peut-être c'est son discours qui gêne. C'est son discours qui gêne. C'est quelqu'un qui n'aime pas assez de compromis. Pareil, il a dit à maintes reprises qu'il a été approché plusieurs fois à l'effet d'être encadré, maîtrisé. Mais il est cru dans ce qu'il dit. Pourquoi, à votre avis, refuse-t-il de comparaître? Non, il refuse de comparaître parce que certainement, de par les informations qu'il avait, il avait peut-être eu la certitude qu'il serait mis aux arrêts. Parce que c'est un élément gênant pour le pouvoir en place. Donc il faut pratiquement trouver les moyens de le mettre hors d'état de nuire pour permettre de décliner sereinement le décès qui est en cours. Mais là, on va salir un peu l'image du Sénégal, qui est réputé comme un pays qui prône l'alternance au sommet de l'État. On l'a vu depuis Léopold Sédar Senghor, en passant par le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et tout. Maintenant, s'il lui vient casser cette dynamique-là, je pense qu'ils vont rentrer tristement dans l'histoire. Non, c'est des faits. Officiellement, en fait, sur la question, non, c'est des faits. C'est des faits. Nous sommes ici dans un univers politique. Et vous savez qu'en politique, il y a des codes. Ce n'est pas forcément les paroles qui sont expressives. Il y a des codes qu'on peut arriver à décoder. Nous sommes ici des analystes politiques. Je pense qu'il y a des choses que le gouvernement, quand même, parce que ça ne rassure pas, vous avez vu le tollé que ça a suscité. Et ce n'est pas forcément les populations, les sympathisants de Ousmane Sonko qui sont remontés aujourd'hui contre cette situation-là. C'est en train d'embraser d'autres pays également qui sont en train de condamner cette forme de justice qui, depuis pratiquement 2 ans, essayait de trouver le mécanisme pour faire taire, maîtriser un élément gênant qui constituait quand même pour une frange de la population une alternative crédible au sommet du pays. Macky Sall qui veut d'un dialogue politique, mais les assises ont été boycottées par Ousmane Sonko et l'ex-premier ministre Aminata Touré. Est-ce qu'il veut vraiment un dialogue politique? Des figures majeures de l'opposition sénégalaise. Un dialogue après l'avoir évincé de l'administration publique. Si vous ne vous battez pas pour la cohésion, pour la paix, et que vous appelez à un dialogue, ce n'est pas évident. On ne va pas à un dialogue face à des acteurs qui, ma foi, voilà, qui ont une position tranchée de la gestion. Donc je pense qu'il ne veut vraiment pas un dialogue. Il veut juste montrer que le pouvoir en place peut aller là où il va. C'est l'impression. Quand vous prenez la situation depuis bientôt 2 ans, ce qui se passe au Sénégal, les événements se sont enchaînés et on a l'impression que c'est l'opposition qu'on accuse toujours. C'est l'opposition qui a toujours tort dans les situations au Sénégal. Et donc, je prends le refus de comparaître de Ousmane Sonko comme le fait déjà qu'il voit ce qui est prémédité. Donc, il sait qu'il ne va pas s'en sortir. C'est pas parce qu'on a raison qu'on vient devant la justice. C'est pas quand on sait là où on va avec, on sait ce qui est prémédité en quelque sorte, qu'on fuit un peu pour pouvoir se sauver un peu d'une situation. Donc, c'est pas nouveau. Le Sénégal est dans cette situation, ça a duré déjà 2 ans. Et on prend les mêmes et puis on recommence. On ne sait pas réellement ce qui va se passer. Est-ce que la situation va se calmer pour qu'on aille correctement et dans la paix aux élections en 2024? On continue de douter de cela. Finalement, ce sont les jeunes qui vont se soulever, même si quelque part on a l'impression qu'on les monte. Je pense qu'il y a maintenant à intervenir, les instances africaines doivent intervenir au Sénégal pour ramener la paix, parce qu'on en a besoin. Le Sénégal en a vraiment besoin actuellement. La crise ne va pas leur apporter grand-chose. On a vu le Mali, on a vu le Burkina, on a vu la Guinée. Quand vous rentrez dans une crise, ce n'est pas évident.
que vous régliez vos problèmes, mais plutôt vous les amplifiez et ça devient difficile pour votre économie et donc pour la vie dans le pays. Comment entrevoyez-vous le scrutin présidentiel sénégalais de 2024 sans la présence ou la participation d'Ousmane Sonko? Bon, il faut d'abord traverser cette période tumultueuse que le pays est en train de vivre. Moi, j'ai peur que la situation ne s'empire, qu'elle ne bascule, qu'on enregistre encore assez de morts au Sénégal. Vous voyez, c'est malheureux que chaque fois, cette spirale-là revienne. Vous avez vu en 2011, dans les années 2011-2012, comment est-ce qu'un mouvement appelé M23, mois du 23 juin, a envahi les rues à l'appel de Macky Sall pour sauver quand même le pays. Aujourd'hui, ceux qui sont remontés, ceux qui sont révoltés et contre cette décision, ce jugement-là, ce n'est pas forcément pour Macky Sall, c'est pour l'avenir de ce pays, c'est pour préserver l'image démocratique de ce pays-là. Et même si les élections se faisaient sans Ousmane Sonko, bon, on va peut-être dresser le boulevard à un troisième mandat pour l'actuel président qui peut-être va s'aligner sur un modèle qu'on a connu récemment dans un autre pays. Et peut-être qu'il y a des mains invisibles derrière cette affaire aussi. Vous savez que Ousmane Sonko a beaucoup dénoncé un certain néocolonialisme. Peut-être qu'il y a des mains qui sont derrière cette affaire pour permettre à ce que, on place là un pion qui défend nos intérêts. Merci à vous, Gabin Goubi. Nous sommes tenus par le temps. Dernière ligne droite de cette émission, les potins de la toile. Nous finissons cette émission sur une note triste, le décès de notre jeune consoeur Malène Zomaou, qui a d'ailleurs été ici stagiaire à la rédaction de la télévision nationale. Elle a fait les frais d'une césarienne mal faite. Bon, c'est des nouvelles qui, franchement, vous mettent dans un état assez triste. Moi, je pensais à une blague de mauvais goût quand subitement la nouvelle s'est confirmée et à travers les publications que j'ai lues sur les réseaux sociaux, ça a pratiquement endeuillé l'ambiance de la fête de Pentecôte pour beaucoup d'entre nous, parce que c'est une consoeur, vous avez dit, elle a fait ses examens également au niveau de l'ORTB, et on ne peut que présenter nos condoléances à la famille, à sa famille pour cette triste nouvelle. Vous savez, la mort est un fait qu'on ne saurait dénier, mais quand vous apprenez que votre parent, votre ami, votre fils et votre connaissance, votre proche meurt dans certaines conditions, je pense que c'est un motif supplémentaire de peine et de douleur. Et donc, franchement, que la nature au-delà, n'est-ce pas, de nos maux humains, puisse trouver le mécanisme d'apaiser ces parents qui n'ont certainement pas fini de faire le deuil de cette nouvelle-là. Maintenant, appeler que l'on soit véritablement vigilant, parce que ce cas est un cas qui interpelle un peu le gouvernement, le ministère de la Santé, mais également l'autorité de régulation du secteur de la santé, cet organe-là qui est créé pour veiller à la régularité de ce qui se fait au niveau de nos centres de santé, des offices qui sont aujourd'hui ouvert à tout coin de rue, où on a des centres de santé privés et tout. Le gynécologue qui est mis en index dans ce dossier, on dit qu'il est un gynécologue obstétricien, donc quelqu'un qui a priori s'y connaît, mais à voir les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération de césarienne, franchement cela laisse à désirer. Et peut-être ils sont des milliers, comme celui-là qui aujourd'hui est en train de faire les frais, de s'expliquer devant la justice, et je vais espérer que la justice parvienne à situer véritablement les responsabilités pour que plus jamais ces cas ne se produisent chez nous. C'est également l'occasion d'appeler les populations qui, de par leur omerta, de par leur silence, dressent le lit à ces gens de crimes qui sont commis dans nos sociétés. C'est l'occasion de les appeler à tirer souvent la sonnette d'alarme, parce que ce n'est peut-être pas le premier cas au niveau de ce centre de santé-là. C'est inadmissible qu'en plein 21e siècle, l'on apprenne qu'on est allé faire une opération de césarienne qui, ailleurs, est le moyen de transition de vie le plus sécurisé. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, on apprend qu'on n'a pas le plateau technique, mais qu'on prend le risque de pouvoir organiser une césarienne à une femme, à une fille qui est dans la fleur de l'âge,
qui a le bonheur, n'est-ce pas, de donner la vie. Franchement, c'est triste. Et une fois encore, condoléances aux familles. Perdre la vie en la donnant, une erreur médicale, une vague d'indignation sur la toile, le médecin qui serait placé en garde à vue. Oui, ce n'est pas que la mort qui a fait mal. La mort fait mal d'habitude, lorsque vous perdez un proche, ça fait mal. Mais le fait de lire pas mal de choses qui ont concouru à cette mort, c'est ça qui a touché vraiment dans cette situation. J'ai l'impression que on indexe le gouvernement, mais est-ce qu'on va prendre toute une vie à faire le contrôle? Est-ce qu'on va prendre toute une vie à contrôler les uns et les autres? Est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes, on ne va pas prendre conscience de la situation? On ne peut pas monnayer la vie contre de l'argent. Je ne sais pas pourquoi un médecin qui ne dispose pas de plateau veuille forcer une opération, veuille forcer une césarienne. Pourquoi ne pas référer la patiente à un autre endroit? On veut forcément gagner de l'argent. Le gouvernement, d'accord, c'est le gouvernement qui est garant de la santé des Béninois, on est d'accord. Mais si on doit prendre toute la vie à sensibiliser, à parler de ces faits, je pense que ça ferait vraiment mal. On ne serait pas arrivé là s'il y avait de la conscience un peu dans ce qui s'est passé. Si éventuellement ce qu'on a lu sur la toile, si ce qu'on a entendu, c'est vrai, je pense que c'est vraiment dommage. On aurait monnayé la vie contre de l'argent et c'est vraiment triste parce qu'il n'y a pas de vérité dans la situation jusque-là. Le médecin qui a avoué avoir fait l'opération à un endroit, l'endroit dit non, jamais, on n'a pas vu tel médecin à tel endroit, il allait faire ça ailleurs. Donc, une fois déjà que vous entourez la situation de mythe, de ce qu'on ne va pas pouvoir comprendre de sitôt, je pense que c'est encore plus dommage et plus difficile à accepter. On aurait dû ne pas arriver là s'il y avait une conscience dans ce qui se passe. Et c'est parce que la consoeur est une personne, entre parenthèses, publique, que nous sommes arrivés à entendre ce que nous avons entendu. Combien ça se passe ailleurs, combien des erreurs, des anonymes qui subissent et qu'on n'en sait rien pratiquement. Donc je trouve que c'est dommage. Le gouvernement est d'accord, mais il faut que nous prenions conscience. On n'est pas obligé de gagner partout. Si vous êtes en mesure de faire quelque chose et que vous vous rassurez que ça peut aller, on peut ne pas savoir et commettre une erreur. Mais lorsque vous ne disposez pas de plateau et que vous décidez de faire une opération, ça c'est un crime, c'est une volonté manifeste. On ne peut pas essayer quelque chose avec la vie. On ne peut pas tenter quelque chose avec la vie. Il faut avoir les moyens pour faire quelque chose. Donc, si on sait qu'on n'est pas capable et qu'on s'y aventure et que finalement on en arrive à là où nous sommes arrivés, c'est triste, c'est malheureux. Il faut que nous prenions conscience. La vie n'a pas de prix. Donc, on va pas tout le temps s'amuser avec nos vies parce qu'on veut gagner de l'argent, on veut bien vivre pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Condoléances à la famille de la consoeur que nous avons malheureusement perdue. Paix à l'âme de Marlène Zomaon, je retiens derrière l'image d'une fille forte, très dévouée et très sympathique. Ici s'arrête donc Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, il a reçu Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Prosper Vondier-Encore, journaliste à Cap FM, rédacteur en chef adjoint. Merci de nous inviter, merci. Et ça fait plaisir de partager le plateau avec vous. Et à chaque fois que l'occasion se présente et qu'il y a la possibilité, on viendra parler des sujets de notre République. C'est notre manière de contribuer à la construction de notre très cher et beau pays, le Bénin. Ça nous fait plaisir également. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.